Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Philippe et le Patriarche, épisode 4. Philippe a réussi à s'enfuir du patriarche, mais pour lui, le plus dur reste à faire, revenir à la vie réelle et à sa situation familiale difficile. Il était entré dans les centres de l'association pour prouver à sa femme qu'il pouvait décrocher et pour la reconquérir, mais à distance, la relation s'est dégradée et il ne va pas pouvoir la rejoindre. Il va donc nous raconter dans cet épisode comment il a géré l'après-patriarche. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. En fait, je lui écrivais, je ne recevais pas de réponse, donc je téléphonais, décrochais pas, enfin, si c'était moi, elle raccrochait. Quand je suis revenu, en fait, elle voulait une séparation de corps et de biens. Le divorce a suivi tout naturellement derrière. Et donc, je me suis dit, le patriarche ne m'a pas permis de recoller les morceaux, en fait. Donc, quand je suis revenu chez mes parents, qui m'ont accueilli, mais qui étaient paniqués. Parce que le responsable du centre les avait appelés en disant que je m'étais sauvé, qu'il fallait que je revienne à tout prix. Donc il avait foutu la trouille à mes parents en disant que j'allais replonger, que ce que j'avais fait c'était pas bien, qu'il fallait que je revienne au centre. Donc je suis arrivé, mes parents étaient complètement paniqués. Mon frère aîné était là en me disant « t'as encore merdé et tu vas replonger ». Et c'est mon frère cadet qui m'a soutenu et qui a dit à mes parents, et même mon frère aîné, en disant « mais ça c'est une secte, il ne pouvait pas rester là ». Donc mon frère cadet s'est mis un peu en défenseur, quoi. Et finalement, force était d'admettre. Je leur ai dit à chaque fois que je vous téléphonais, il y en avait un avec l'écouteur, je ne pouvais pas vous parler. C'est pour ça que je vous disais tout le temps, tout va bien, je mange bien, les gens sont sympas, j'ai des copains, enfin les trucs, toutes les semaines c'était la même chose, quoi. Mais après, j'ai recherché du boulot, une école à Montmédy, à 15 km d'ici, où je travaille comme éduc. Maintenant, je suis en retraite. Donc, j'ai trouvé du travail là en 96. J'ai été titularisé en 98. Et donc, j'ai terminé là. Il y a eu des périodes entre le temps où je trouve du travail et ma sortie du patriarche, où j'avais recommencé un petit peu à retoucher aux produits. Et puis, il y a eu un jour où j'en ai eu marre. J'ai regardé au dos d'une boîte de Steribox. Je ne sais pas si tu connais ces trucs-là, ça ne doit plus exister maintenant. C'était des distributeurs automatiques, une pièce de 5 francs, et tu avais un kit pour te shooter. Tu avais 2 seringues dedans, tu avais du désinfectant, tu avais un petit truc, un petit récipient en aluminium pour faire ta tambouille, tu avais de l'eau distillée, enfin, pour te shooter proprement, quoi. Et donc, un jour, après un shoot, dans ma chambre, j'ai regardé la boîte de Steribox. Et derrière, j'ai vu le numéro vert. J'ai fait le numéro vert. Et on m'a mis en relation avec un centre, une association d'aide aux toxicomanes. Et donc, je me suis mis en relation avec ce centre-là. Et c'est eux qui m'ont suivi pendant 1 an et demi. Qui m'ont aidé à reprendre confiance pour que je reprenne mon travail en tant qu'éduc. Donc je bénéficie en même temps de ce soutien-là. Là, j'ai pu toucher de drogue. Ça a été fini. Ça a été fini. J'ai eu un grand ras-le-bol. J'en avais marre de me sentir comme ça, quoi. D'être en dehors des réalités, de rien faire de ma vie, et je voyais pas comment m'en sortir.
Et ce jour-là, c'est le numéro vert au dos de la boîte de Steribox qui a matché. Et j'ai appelé et puis après ça s'est fait. C'est sûr qu'il y avait une psychothérapie. J'y allais une fois par semaine. On est reparti de l'enfance jusqu'à la situation où je me trouvais à ce moment-là. Tout ce que j'avais fait et tout ce qui s'était cassé la gueule aussi, je veux dire, tout ce que j'avais entrepris avait fini par tomber, quoi. Le mariage a été foutu en l'air à cause de ça. Des rechutes, des promesses. Non, je t'assure, cette fois, c'est la dernière fois, c'est terminé, je touche plus jamais. Et puis un mois après, je repiquais au truc. Je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais usé les gens qui étaient autour de moi, que j'avais fait beaucoup de mal autour de moi, à moi-même en premier, mais aussi autour de moi. Tous les gens qui me connaissaient, qui étaient proches de moi, je les avais usés. J'avais usé le monde autour de moi et j'avais une image de moi qui était vraiment très mauvaise, quoi, très, très noire. Et dans cette association-là, avec le recul, les semaines passant, les mois passant, ça me permettait d'avoir à chaque fois un peu plus de recul, de me remettre de plus en plus en question et d'avoir envie de retravailler, de refaire le boulot d'éduc. Il n'y avait aucune pression extérieure, là ça venait vraiment de moi. J'ai pris en fait tous les outils, tout ce que je pouvais obtenir d'eux comme outil, je m'en suis servi, j'ai mis à profit. Mes parents, c'était pas volontaire de leur part, mais le fait de me comparer toujours à mes frères à l'école, je travaillais mal, ils étaient souvent convoqués. Mes parents me disaient tout le temps, tes deux frères, on n'a jamais eu de problème, avec toi on a que des ennuis, t'es pas comme tes deux frères. J'ai entendu ça toute ma vie, quoi. Enfin, toute ma jeunesse. Et en fait, j'avais une image de moi qui était très dévalorisée. Et je me sentais bien nulle part. Et en fait, quand j'ai commencé à fumer du shit, je me suis retrouvé intégré dans un groupe. On faisait la même chose, on délirait ensemble, c'était bien, c'était cool. Et je veux dire, dans l'héroïne, ça a été ça aussi. En fait, se sentir intégré dans un groupe, dans un cercle, aussi pourri soit-il. Je veux dire, il n'y a pas d'amis là-dedans, vraiment. Parce que, tout le monde cherche à avoir sa dose. Je veux dire, si tu peux entuber l'autre pour avoir ton produit, tu ne vas pas te gêner. Et si tu ne le fais pas, c'est toi qui te fais entuber. Donc, je faisais partie de ce milieu où je me sentais complètement intégré dans ce milieu-là. Et en même temps, il fallait faire attention aussi à ses arrières. Mais bon, ça après, tu l'apprends. Tu apprends vite. Au début, la cam, c'est tout beau, tout rose. T'en manques pas. Quand t'en prends, tu planes. C'est super. T'as jamais ressenti ça. T'as jamais pris un pied pareil. Mon premier shoot, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu recherches toujours ça. Mais au début, tu te shootes pour t'envoyer en l'air. Mais après, tu te shootes pour pas être malade, quoi. Et c'est ça qui est... l'ironie de la chose est là, quoi, en fait. Après, tu te shootes pour être normal, quoi. Si, tu as une montée quand tu fixes, mais je veux dire, ça... Voilà. T'as pas de syndrome de manque, ça t'envoie un peu en l'air, mais c'est plus comme au début. C'est plus comme au début. L'association d'aide aux toxicos, la première chose qu'ils ont fait, c'est de parler avec mes parents et de parler avec mon frère.
Donc mon frère, ça voulait dire exit, plus de contact, nous on s'en occupe. Et ils en parlaient à mes parents pour leur dire que c'était pas de leur faute parce qu'ils culpabilisaient mes parents. Ils disaient qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour lui et qu'on a fait pour les deux autres. Donc ils ont eu plusieurs entretiens avec le psychologue de l'association qui a fait un travail familial en parallèle du travail avec moi. Et donc ça a permis de poser les choses dans un cadre différent. Et j'étais logé aussi par cette association dans un appartement que l'association louait à des gens qui étaient dans ma situation. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient. S'ils n'avaient pas été là, je ne m'en serais pas sorti. Avec ma fille, ma femme avait tellement peur au début qu'il y avait un système qui était mis en place. Je voyais ma fille, mais il fallait toujours que je sois accompagné. C'était une décision prise par l'assistante sociale, ou je ne sais pas si c'était quand on était en divorce, c'était une des conditions posées, qu'aux visites de ma fille, je sois toujours accompagné par un membre de la famille. Donc un frère, une tante, ma mère, il fallait toujours quelqu'un. Donc ça a été très dur à supporter pour moi. Mais en même temps, je comprenais le sens de leur démarche. Me refaire confiance après tout ce qui s'était passé, c'était difficile. Et ensuite, petit à petit, les choses se sont tassées et j'ai eu après des relations normales avec ma fille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle a 30 ans maintenant et on se téléphone très souvent. Laura compte énormément pour moi et elle est fière de moi quelque part parce qu'elle me dit toujours, elle sait ce que c'est le patriarche pour avoir vu des vidéos et pour en avoir entendu parler aussi. Et le fait de prendre de l'héroïne et de m'en être sorti, elle m'a dit je suis fier de toi et de ce que tu as fait. Et moi je dis, et pourtant moi je me sens pas fier de moi, pas du tout. Je dis, pour moi, j'ai foutu des années de ma jeunesse, de mes plus belles années en l'air, et ça, c'est irrattrapable. Partout où j'allais, si je pouvais voler quelque chose qui me permettait de me foutre en l'air, je le prenais. Ou des objets, une chaîne en or que je pouvais revendre pour m'acheter une dose, je prenais. Enfin, je veux dire, j'étais devenu un moins que rien, une belle saloperie. Et, j'ai volé chez mes frères des bijoux, de l'argent. Enfin, à la fin, plus personne ne me faisait confiance. J'étais vu, mais comme quelqu'un de toxique, de mauvais, de néfaste. Et le fait d'avoir pu sortir de tout ça, et après avoir eu le recul nécessaire pour pouvoir enfin me dire voilà, j'ai fait ça, il n'y a pas de regret à avoir, ce qui est fait est fait. Et maintenant, il faut tourner la page et essayer d'avoir une vie, de satisfaire des choses toutes simples, toutes bêtes, de vivre normalement. Enfin, je peux souffler, je peux dire oui, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma vie et à me sortir de ce milieu-là. Et arrêter d'avoir besoin d'une béquille en permanence pour pouvoir affronter la réalité de tous les jours. Ça aurait pu être l'alcool aussi. Moi, ça a été l'héroïne. C'est la fin des témoignages de Philippe, merci beaucoup à lui. Pour cette interview, il m'a accueilli chez lui, dans la Meuse, avec beaucoup de sympathie. Il a accepté de me parler avec une vraie franchise, une émotion palpable et un sens du détail que je trouve impressionnant.
Je parlais dans l'introduction du premier épisode de l'idée de fierté des usagers. C'est important que la société comprenne que le fait de consommer de la drogue ne transforme pas automatiquement en personne irresponsable. Alors les choses ont beaucoup évolué depuis les années 80, mais il y a évidemment encore beaucoup de travail à faire, notamment parfois chez les usagers eux-mêmes, pour qu'ils arrêtent de se dévaloriser. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à l'histoire du trafic de drogue, avec cette question, qui a commencé à trafiquer de la drogue au niveau international ? Si vous ne connaissez pas déjà la réponse, eh bien vous risquez d'être étonné. D'ici là, portez-vous bien.